Bonjour, Claude Charland, je suis président de la Fondation À Notre Santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. J'ai été ici directeur général à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca et au Centre de santé et de services sociaux durant 11 ans. Je tiens énormément à cœur les services qui sont donnés ici à l'Hôtel-Dieu. Donc, je m'implique au niveau de la Fondation depuis mon départ du réseau de la santé. Je le fais avec beaucoup de cœur et beaucoup de plaisir. La campagne en cours, on sait qu'on a des projets, des gigantesques projets qui ont été mis en chantier dans les dernières années. Là, ce qu'on veut travailler, c'est améliorer le quotidien de nos employés, des employés de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Donc, on va mettre une série de projets en cours, dont, entre autres, les cabinets automatisés en pharmacie. On va mettre en place aussi des services, améliorer les services de mammographie. On connaît tous le programme de prévention du cancer du sein. Ensuite, il y a des pompes thérapeutiques qu'on peut mettre en place, puis plusieurs autres petits projets. Tous ces projets-là, donc on parle par exemple les cabinets de 950 000 d'investissement, c'est énorme. La mammographie, on parle de près de 250 000 puis les autres projets vont prendre l'ensemble du budget qui est au-delà d'1 million. Ce qu'on veut à la Fondation, puis dans le quotidien actuel, dans le contexte du réseau de la santé, c'est améliorer le quotidien de nos employés. Si nos employés sont mieux équipés, sont mieux outillés au quotidien, ils n'ont pas à chercher des équipements ici et là, bien, ils vont donner des meilleurs services, des services plus rapides, des services de meilleure qualité, des services sécuritaires, c'est ce qu'on souhaite. Donc, on écoute les gens. Une partie des projets qu'on a nommés tantôt qui vont se réaliser, mais il y a des projets aussi qui vont se réaliser tranquillement dans la prochaine année avec les demandes que les employés vont nous adresser. Ce qu'on veut, c'est que le réseau de la santé devienne attractif, que l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca soit attractif comme milieu. Donc, les gens disent, nous autres, quand on a besoin de quelque chose, on l'a, la Fondation répond, c'est présent, puis notre quotidien est beaucoup plus facilité. Benoît Bélanger, je suis directeur général de la Caisse des Bois-Francs. Je suis directeur général depuis 12 ans et je suis coprésident d'honneur de la campagne de financement pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Mon rôle comme coprésident, c'est un peu de mobiliser, c'est de travailler aussi en collaboration avec l'équipe de la permanence qui est super engagée et dévouée. Puis, c'est d'utiliser mes contacts au besoin puis de s'assurer que toute la population embarque et supporte la Fondation. Les gens nous disent souvent, le rôle d'une fondation, vous faites un peu ce que le gouvernement devrait faire. Puis notre réponse à ça, c'est non. Si on attend toujours que les instances gouvernementales ou autres prennent des décisions, des grandes orientations, bien, le quotidien qu'on parlait tout à l'heure, le quotidien se réalise pas nécessairement. Donc, la Fondation est là pour stimuler des projets, s'assurer que notre milieu est très vif pour répondre aux besoins et est capable de faire une différence dans le quotidien, dans les projets qu'on va faire. On se souvient de la campagne majeure qui avait été un stimulant important, mais si on attend que les équipements qu'on a nommés tout à l'heure se réalisent, bien, on va attendre plusieurs années puis on va être en compétition avec l'ensemble du réseau de la santé publique. Alors que là, on peut faire une différence puis donner rapidement, puis c'est chez nous, pour notre monde, pour nous qui recevons des services, puis pour les employés qui sont aussi des membres de nos familles. La Fondation fait une différence au quotidien avec ses projets, avec les supports qu'on donne, l'argent qu'on peut se donner pour aller rapidement pour réaliser des projets. Puis un hôpital qui est vivant, un hôpital qui est fonctionnel, qui donne des services de qualité, bien, amène aux employeurs, à la région, à l'ensemble des services, un dynamisme. Puis c'est attractif pour tout le monde, donc ça a un effet boule de neige pour l'ensemble d'une communauté, autant sur le plan social, santé qu'économique. Oui, bonjour, je me présente, François Caméré. Moi, ici, je travaille à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca depuis plusieurs années et puis je suis chef de l'équipe interdisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je gère une équipe de professionnels comme les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, inhalothérapeutes, etc. Vraiment une panoplie là, de services professionnels, autant pour une clientèle hospitalisée que pour une clientèle externe ou ambulatoire. J'ai différents types de projets au niveau de la physiothérapie, ergothérapie, inhalothérapie. En physiothérapie, c'est une table de traitement électrique. Dans le fond, c'est quand un usager vient, soit suite à une opération ou qui a une tendinite, etc. Bon, ça dit une table électrique qui s'ajuste en hauteur. Donc, l'usager, selon sa hauteur, s'assoit
pas de risque de chute pour l'usager et ça permet, le professionnel lève la chaise à la hauteur du professionnel. Ça permet de donner de meilleurs traitements, puis ça permet aussi d'éviter des blessures autant à l'usager si la table n'est pas ajustée pour lui ou pour le professionnel. Ensuite de ça, en ergothérapie, on a eu 2 types de matelas curatifs. Dans le fond, c'est utilisé pour des usagers qui ont des plaies. Un type de matelas pour une plaie, je dirais, qui est de niveau stade moyen, puis un autre type de matelas avec compression pour une plaie plus avancée. Aussi, on a eu un verticalisateur debout. Ça veut dire, c'est qu'un usager qui a de la difficulté à se mobiliser, mais qui a un petit peu de mise en charge. Donc, c'est un appareil qu'on installe avec une toile et ça lui permet de se lever tout en se portant sur ses jambes. Donc, risque de chute 0 pour l'usager et c'est très sécuritaire aussi pour le personnel. Ensuite de ça, aussi au niveau de l'inhalothérapie, j'ai eu 2 types d'équipements. Le premier équipement, c'est qu'on appelle ça un polygraphe pour la cardio-respiratoire du sommeil. Donc, c'est un appareil qui permet de diagnostiquer l'apnée du sommeil. Donc, ça évite, parce que présentement, on peut le faire avec une saturométrie, mais c'est un dépistage. Donc, avec le polygraphe, ça permet de diagnostiquer l'apnée du sommeil et ça évite à l'usager ça va éviter d'aller à l'usager d'aller à Trois-Rivières. Donc, c'est un gros plus pour l'usager. Et on a eu aussi 2 BiPAP. C'est quoi, c'est un BiPAP? C'est un appareil qui sert à un support ventilatoire pour un usager qui est hospitalisé soit aux soins intensifs ou sur une unité de médecine. Et ça l'aide à respirer. C'est sûr, c'est un usager qui a des difficultés respiratoires importantes. Et ce type d'appareil-là aussi permet souvent d'éviter qu'on se rende à une intubation, etc., puis transfert de l'usager aux soins intensifs. Ça représente, je dirais, un gros plus au niveau de l'offre de service. Ça bonifie l'offre de service parce que différents appareils qu'on a reçus de la Fondation, qu'on a déjà, mais qu'on n'avait pas beaucoup. Donc, souvent, c'est des délais pour, comme un BiPAP, on le sort d'une chambre, là, il faut le nettoyer, après ça, on l'envoie à un autre patient. Alors, on diminue les délais pour que l'usager ait l'appareil. Ça permet, comme dans le cas de la polygraphie cardio-respiratoire du sommeil, d'éviter à l'usager de se déplacer à Trois-Rivières. Donc, le service va être sur place. Les matelas, ça permet d'augmenter la guérison. Somme toute, c'est un gros plus pour la qualité des services aux usagers. Pour le personnel, premièrement, ils vont sauver du temps parce que des fois, quand on est obligé d'enlever un appareil à un usager pour le donner à un autre, là, il va arriver, il va être à un endroit, on va le prendre. Ah, j'ai une plaie de tel stade, j'ai le matelas de type Apex qui est disponible. On n'a pas à appeler à une compagnie pour faire une location, attendre 24 heures que le matelas arrive. Le matelas est disponible sur place. Donc, je trouve que pour le professionnel, c'est un gros plus. Puis en même temps, comme la table de traitement, c'est très sécuritaire pour le personnel pour éviter aussi des blessures. Une fondation comme la Fondation À Notre Santé dans la communauté, c'est déterminant. Ça permet de maintenir un hôpital qui est vital, qui est présent, qui est dynamique, qui donne des services de qualité. On n'a pas besoin de se déplacer dans les autres régions pour recevoir des services. Donc, autant sur le plan social, le plan de la santé, le plan économique, ça permet aux entreprises de recruter des gens, de dire chez nous, on a des services de grande qualité. Donc, ça a un attrait important pour la région et c'est déterminant dans l'offre de services économiques qu'une région peut donner, peut offrir. Bonjour, je m'appelle Sébastien Morissette, je suis radiologiste depuis bientôt 10 ans à l'hôpital de Victoriaville. Je suis un radiologiste général, mais avec un intérêt particulier dans l'imagerie de la femme et l'imagerie mammaire, ici à Victoriaville. Le rehaussement de la table de mammographie comprend 2 volets. Le premier volet est l'ajout d'une tomosynthèse du sein. Donc actuellement, on est capable de faire une imagerie du sein en 2 dimensions, l'ajout d'un module
de tomosynthèse permet de récupérer notre appareil actuel ici, qui fait encore un excellent travail, mais de rajouter une composante 3D à l'imagerie mammaire, de permettre une meilleure localisation sur une seule image des anomalies, de permettre, à travers cette acquisition 3D, de réduire le nombre de patients qu'on a inquiétés parce qu'on va les rappeler pour faire des examens supplémentaires et d'augmenter notre précision pour le diagnostic de lésions potentiellement inquiétantes. Le deuxième volet comprend l'achat de matériel biopsique qui vont permettre d'aller chercher ce qu'on voit en 3 dimensions directement sur notre appareil ici en mammographie, ce qu'on appelle dans le fond là, des biopsies stéréotaxiques ou même des biopsies sous tomosynthèse. Et je suis très fier parce que on va être le seul endroit dans toute notre CIUS actuellement capable d'offrir la biopsie sous tomosynthèse sur mammographie 3D d'anomalies très subtiles qu'on ne voit pas à l'écho, qu'on ne voit pas l'anomalie de mammographie 2D, mais on va pouvoir l'offrir nous ici à Victoriaville. Ça veut dire qu'un patient qui va venir passer sa mammographie, pour lui, le patient en tant que tel, l'expérience patiente, ça changera pas grand-chose du point de vue acquisition. La compression du sein sera pas nécessairement plus longue, c'est modulé dans un même examen, mais c'est vraiment dans la qualité du résultat qu'on va pouvoir donner à son médecin et face à l'inquiétude que le patient pourrait avoir d'un rappel qui n'existera pas. Là. Pour faire une histoire courte, là, 1000 patients passent une mammographie. Un travail honnête de radiologiste ferait en sorte qu'on rappellerait environ une centaine de patients pour faire des examens supplémentaires. Là-dessus, on va trouver environ 5 cancers. 1000 patients passent une mammographie avec tomosynthèse, donc 2D et 3D. Normalement, on devrait en rappeler 60. Et là-dessus, on devrait trouver 6 cancers. Donc, au final, on inquiète moins de gens. On trouve plus de cancers pour un même examen. C'est de l'inquiétude en moins énormément pour les patients. Et le volet, il y a un volet tout diagnostic, on trouve plus de choses, qu'on voit mieux, on aide énormément les gens, mais il y a aussi le fait qu'actuellement, étant donné qu'on ne peut pas faire de biopsie sous mammographie, on a une 50aine de patients facilement par année qui sont obligés d'aller à Drummondville ou dans des centres ailleurs qui offrent la biopsie sous mammographie. Et là, nous, on va être capable de l'offrir ici. Non seulement ça, c'est qu'aussi la tomosynthèse, ça devient une modalité actuelle d'imagerie, puis on voit des choses qu'on ne voit pas sur d'autres examens. Et là, ici, on va être capable de répondre à 100% de nos interrogations sur la tomosynthèse parce que on va pouvoir aller des biopsies sous tomosynthèse, chose qui n'est pas accessible dans notre CIUS. Là. On est obligé d'envoyer en centre tertiaire pour ça, là, à Québec, Montréal, Sherbrooke. Donc, on va développer l'expertise mammaire, on va ouvrir une porte pour l'imagerie avancée du sein et diminuer l'inquiétude des patients, augmenter. C'est énorme. C'est énorme. La technologie, elle avance tellement vite là, que, tu sais, je veux dire, on pourrait changer d'appareil à tous les 3 ans, là, mais on n'a pas nécessairement des budgets au public pour ça, là, tu sais. Puis la fondation en arrière, malheureusement, pallie à quelque part la vitesse technologique là, qui va tellement vite que en réinvestissant dans l'appareil, ben, on se ramasse avec quelque chose à niveau qu'on n'aurait pas eu autrement. Là. Une fondation, ça rallie l'ensemble de la population, puis ça permet d'avoir des objectifs. Ça permet aussi de supporter tout ce qui est l'hôpital. Puis grâce à la fondation, ben, on l'a vu, là, on va avoir des projets majeurs de rénovation. Puis ça, c'est grâce, à la fondation qui coordonne tout ça, mais aussi à la grande générosité des personnes qui habitent dans la région. Pour la campagne, dans le fond, on a un objectif de 2,2 millions. Donc ça, c'est l'objectif qu'on a sur 2 ans pour être capable de ramasser ces fonds-là. Donc, avec tout ce qui est déjà prévu au niveau des activités, tout ça, on est très confiant d'atteindre notre objectif. Bonjour, je suis Éric Sanson, je suis pharmacien ici à HDA. Je suis l'adjoint au chef du département de pharmacie ici. Donc, c'est moi qui suis en charge du volet clinique des soins pharmaceutiques qui sont donnés à HDA, mais aussi dans le RLS Arthabasca-Érable. Parfois, les gens sont surpris d'apprendre qu'il y a une pharmacie dans un hôpital, mais il y a des patients, il y a de la médication à donner.
des interactions à vérifier, des doses à valider. Donc oui, il y a des pharmaciens, puis il y a une pharmacie. Qu'est-ce que c'est le projet des cabinets? C'est 12 cabinets qui seront installés sur nos unités d'hospitalisation, mais aussi à l'urgence, aux soins intensifs et au bloc opératoire. Qu'est-ce que c'est un cabinet? En fait, il faut voir ça comme un appareil qui contient de la médication, mais dans des tiroirs barrés et des cases barrées. Donc, contrairement à une armoire de médicaments qui serait ouverte, où on aurait accès à tout ce qui est à l'intérieur, bien, pour avoir accès aux produits qui sont à l'intérieur, le personnel infirmier doit s'authentifier, soit par biométrie, soit avec un nom d'usager et un mot de passe, sélectionner le patient pour lequel ils prennent la médication et le médicament qu'ils désirent prendre. Et comme le logiciel dans le cabinet est interfacé avec notre logiciel ici à la pharmacie, bien, ça fait en sorte qu'on s'assure de donner le bon médicament à la bonne dose pour le bon patient. Donc, avec notre projet de 12 cabinets, on s'assure vraiment d'avoir un circuit du médicament qui est sécurisé sur l'ensemble de nos unités d'hospitalisation, de l'urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire. En fait, il y a effectivement présentement certaines unités qui ont des cabinets, mais ce n'est pas l'ensemble de nos unités qui en ont. Donc, par souci aussi d'uniformité, pour s'assurer que tout notre parc soit uniforme, qui un jour, on sait, devra lui aussi être remplacé, même s'il n'est pas encore arrivé, ben pour s'assurer d'avoir un parc unique, d'avoir un seul fonctionnement uniforme, ben c'est important de remplacer l'ensemble de nos cabinets. Je vous ai parlé tout à l'heure du circuit du médicament, juste pour qu'on comprenne bien le circuit habituel, actuel. Donc, c'est un médecin qui fait une prescription. La prescription est acheminée numériquement à la pharmacie. Elle est informatisée dans notre système informatique par du personnel technique. Par la suite, un pharmacien va vérifier, valider les ordonnances et seulement à ce moment-là, notre personnel technique va préparer les doses, les premières doses qui vont être bien identifiées au nom de chacun des patients, mais qui vont être envoyées parfois pour plus d'un patient sur une même unité de soins. En ayant le cabinet, ce que ça permet de faire, ce que ça pourrait permettre de faire en fait, c'est que dès que l'ordonnance serait validée, comme je disais tout à l'heure, notre logiciel est interfacé avec les cabinets, donc ce serait possible pour qu'une infirmière puisse prendre directement le médicament sur l'appareil en sélectionnant le patient et le médicament dès que le produit est validé par la pharmacie. Donc on parle là aussi d'un potentiel gain de temps en plus de s'assurer qu'elle prenne le bon médicament pour le bon patient. Un autre avantage dont j'ai pas parlé, c'est la facilité de suivi pour nos drogues contrôlées, nos stupéfiants. Actuellement, sur nos unités qui n'ont pas de cabinet, il doit y avoir un décompte manuel qui est fait. Donc, il y a des registres papier qui sont tenus et à chaque début et à chaque fin de quart de travail, il doit y avoir une infirmière du quart sortant et du quart entrant qui font le décompte de tout ce qu'ils ont comme drogue contrôlée. Donc, comprenez que ça peut prendre 15 à 30 minutes par infirmière, à 2 infirmières, à 3 quarts de travail par jour. Donc, comprenez qu'au bout d'une semaine ou au bout d'un mois, peu importe, bien, ça fait quand même beaucoup de temps mis pour quelque chose qui n'a pas nécessairement de plus-value pour nos usagers. Avec nos cabinets, comme je disais, le personnel infirmier doit s'authentifier sur l'appareil et tout est journalisé à l'intérieur. Donc, on sait toujours qui a utilisé l'appareil, pour quel patient, quelle dose a été prise. Donc, on vient vraiment simplifier le processus de suivi des drogues contrôlées. Bien, chaque don est important parce que les gens nous disent souvent je ne suis pas un donateur qui va donner 25, 50 000 ou 100 000 ou 1 million à la Fondation, donc mon petit don de 20 $, 50 $ ne fera pas une différence. C'est pas vrai. Dans une pyramide de dons, ben oui, on a des gens qui donnent 1 million, puis on est bien content de ça. Mais si on perd un donateur d'1 million, ben c'est 1 million, c'est gigantesque qu'on perd. Fait que donc, les dons de 20 $, 50 $, 100 $ ou 1000 $ sont excessivement importants. Et si une personne, une année, ne peut pas donner un 20 $, ben ça fait une différence moins grande. Et c'est la somme des 20 $, des 50 $, des 100 $ qu'on reçoit au quotidien qui fait que ça finit par égaler les gros dons qu'on reçoit de grands donateurs. Donc, c'est une partie égale, c'est une partie hyper importante, puis ça permet de donner un signal autant à la Fondation qu'aux employés que les services sont appréciés ici à l'hôpital. Les gens qui répondent au publipostage, pour tous les dons qui sont supérieurs à 50 $, bien, Desjardins va les doubler jusqu'à une concurrence de 50 000. Et depuis qu'on fait cette contribution-là, bien, on a toujours réussi à atteindre le 50 000, fait que je suis très confiant qu'on va encore le faire cette année. Je sais là, que chaque dollar investi dans la Fondation, c'est un dollar qui va directement aux patients.
Ça permet des projets, des avancées technologiques, un meilleur confort. L'hôpital de Victoriaville ne serait pas où ce qu'elle est aujourd'hui. On n'aurait pas une équipe là, de 6 radiologistes à Victoriaville si la Fondation n'avait pas été là. Le nombre de projets que la Fondation est active, tu sais, ça date pas d'hier, là. Les années 90, avec le premier scan, tu sais, avant, là, les scans, là, maintenant, t'as pas d'hôpital sans scan. Je veux dire, un hôpital, pas de TDM, là, c'est un CLSC, là. Là, la Fondation des années 90 là, a muni l'hôpital d'un scan. Ça a été un des premiers hôpitaux régionaux à avoir un scan. On l'a même eu avant Trois-Rivières. C'est la même affaire pour la résonance, c'est la même affaire pour du matériel de biopsie. Moi, mon département de radiologie permet d'offrir des soins à jour aux patients, en grande partie à cause de la Fondation et de... Je dis pas qu'elle finance tout, mais elle permet de bonifier l'offre de services et d'améliorer ce qu'on est capable d'offrir technologiquement. C'est incroyable. Là. Moi, je suis fier de la Fondation, je suis fier de ce qu'elle est capable de réaliser dans l'hôpital. Bien, écoutez, à HDA, je trouve qu'on a la chance d'avoir une communauté qui est extrêmement engagée. Là, on voit que la population Arthabasca-Érable a la philanthropie très à cœur. Si vous voulez des exemples concrets pour la pharmacie, il y a les emballeuses ensacheuses qui sont derrière moi, et si on les a, c'est entre autres grâce à la Fondation, donc qui nous permet de gagner un temps incroyable et de la sécurité aussi pour servir la médication à nos usagers. En plus de ça, de façon générale, pas juste pour la pharmacie, le fait d'avoir de l'équipement moderne, ça aide aussi beaucoup pour le recrutement. Comprenez que pour des jeunes professionnels, le fait d'avoir un hôpital qui est moderne, d'avoir des installations modernes que parfois d'autres établissements de grosseur semblable ne pourraient pas se permettre, ça suscite la curiosité, ça suscite l'intérêt. Donc là aussi, je pense qu'on peut aussi tirer notre épingle du jeu grâce à ça, entre autres choses. De faire un don, ça fait toute la différence justement, parce que quand on est usager et quand on rentre à l'hôpital, on devient comme insécure, on devient déstabilisé, on sort de nos zones de confort. On nous dit qu'on a besoin d'avoir un tel appareil. Ah, l'appareil est disponible, le professionnel dit « je vais aller le chercher, je vous l'installe ». Tout de suite, là, ça sécurise, donc ça augmente, je dirais, la sécurité, puis de se sentir qu'on est en bonne main, puis qu'on a tous les équipements qu'il faut pour donner le meilleur soin. Un don à une fondation, comme celle de l'Hôtel-Dieu, les chances que ça nous serve, puis que ça serve à des proches, c'est pratiquement 100%. Tout le monde, un jour, va avoir besoin de l'hôpital, que ce soit des maladies imprévues ou, justement, à cause de l'âge. Fait que pour moi, quelqu'un qui hésite, je dis, si tu as la capacité de donner un peu, même si c'est un petit don, c'est sûr que ça va servir à ton entourage. Alors, je profite de l'occasion pour dire un gros merci à la Fondation et aussi un merci aux donateurs, dans le fond, parce que sans la population, moi, j'aurais pas pu avoir tous ces équipements-là parce que ça représente quand même plusieurs milliers de dollars et ça nous permet, grâce à vos dons, de pouvoir avoir ces équipements-là, puis ça nous permet d'offrir des meilleurs services aux gens qui sont hospitalisés ici à HDA. En mon nom et au nom de tous les radiologistes de l'hôpital de Victoriaville, j'aimerais vous dire, donateurs, grands, petits de la Fondation, un grand merci parce que vous nous permettez d'offrir ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de bon pour nos patients, ce qui est à jour pour nos patients, ce qui est appuyé par la science. Sans vous, la pratique de la radiologie mammaire, la radiologie en général à l'hôpital de Victoriaville ne serait jamais ce qu'elle est actuellement. Au nom de toute la pharmacie, je tiens à remercier nos donateurs, nos généreux donateurs futurs ou actuels. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les gens qui ont contribué, à tous les donateurs, que ce soit les petits dons ou les dons plus importants. Merci de supporter votre fondation et par le fait même, votre hôpital.
Merci à tous les donateurs de la Fondation HDA. Petits et grands dons sont acceptés, sont reçus avec un immense plaisir. Je veux dire un merci aussi à l'ensemble du personnel de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, les médecins, les infirmières, l'ensemble du personnel, le personnel d'entretien. Tout le monde est important dans l'offre de services qu'on donne ici, les services sécuritaires qui sont reconnus partout au Québec. Donc, merci à tout le monde, puis continuez à encourager notre fondation.